Situé dans la commune de Tofo, le marché moderne régional de Ouéghbo a été officiellement inauguré ce jeudi 5 septembre 2024. Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement Piaget initié par le président Patrice Talon, vise à transformer les marchés à travers tout le pays. L'inauguration s'est déroulée en présence d'une délégation de haut niveau composée de plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Assouma, ainsi que du préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia. Ce lieu incarne non seulement le dynamisme économique de notre région, mais aussi la détermination de notre communauté à se moderniser tout en préservant ses traditions et ses racines culturelles. Le marché de Ouéghbo, tel que nous le connaissons, est le fruit d'une transformation spectaculaire rendu possible grâce à la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon. Chère population de la commune de Tofo, aucun chemin n'est long si les résultats attendus sont atteints. Aucun temps n'est perdu si les résultats attendus sont atteints. En campagne pour les présidentielles de 2016, le candidat Talon disait « Non, ne m'appelle pas Agbono. Si je suis élu président, vous aurez le temps de savoir, après mon mandat, si je suis réellement Agbono. » Je voudrais, si vous le permettez, entamer mon propos de ce jour spécial par une pensée de Wole Soyinka. Je cite, « Dans le marché, le pouls de la nation bat au rythme des échanges quotidiens. Ce qui s'y passe révèle la santé économique de la société et les aspirations de son peuple. » Fin de citation. À travers cette réflexion, Soyinka souligne l'idée que le marché est un microcosme où se reflète l'état général de la société, tant sur le plan économique que social. La première fois où ce marché a été inauguré, c'était en 1962. Ce n'est pas mes leçons d'histoire qui me l'ont dit, mais plutôt les fils de Ouéghbo. 62 ans plus tard, nous ouvrons les portes d'un édifice qui revêt une importance capitale et témoigne de l'engagement du président de la République pour sa lutte en faveur du développement économique de notre pays et du bien-être de chaque Béninois. Ce qui importe aujourd'hui, les instructions que l'on a reçues de Cotonou, du président de la République, installer les femmes, qu'elles prennent possession de leur marché. Nous allons revenir pour la suite. C'est par cette collaboration que nous pourrons continuer à faire de Akodenawa un lieu de croisement des affaires incontournables dans notre pays. C'est sur ces mots que je déclare donc ouvert le marché régional de Ouéghbo. Il faut signaler qu'en 2017, le marché comptait 522 usagers enregistrés avant la construction du nouveau marché, ce qui a poussé à augmenter sa capacité de 882 places. Malgré ces efforts, cela n'a pas suffi. Au regard de l'enthousiasme suscité par cette nouvelle infrastructure, puisque plus de 1000 demandes de places ont été enregistrées, ce qui fait que de nouvelles dispositions sont en cours afin de trouver une solution. Ce procès-là, moi, ça ne m'a pas rassuré. Parce que vous voyez, ces ravisseurs, il y a 2 qui ont été condamnés, 24 mois, et avec 12 mois de sursis, et une amende de 5 millions. Ce procès, ça n'arrange pas le frère Woubi. Parce qu'en principe, si c'est à cause de ça qu'il a été kidnappé, on devait le relâcher. Et moi, j'ai vu que ce procès-là est fait pour contenter un peu les autorités togolaises, pour ne pas dire, bon,
nous on ne veut pas vous livrer les gars, mais nous on va les juger ici. Donc moi je pense que c'est une ruse. Donc c'est le gouvernement qui est derrière. Ouais, donc, or le gouvernement devait laisser la justice faire son travail. C'est ce que moi, c'est mon point de vue. C'est une affaire civile. C'est-à-dire que Rumvi a été un faux, il a trahi quelqu'un et c'est cette personne qui a envoyé ses gros bras à la recherche de Rumvi. Et c'est ce qui a été fait. Si ces ravisseurs ont été arrêtés au Togo, c'est Togo qui va faire le procès. Donc, comme c'est ici au Bénin et c'est des Béninois, donc comme il y a la justice ici, c'est le Bénin qui les a arrêtés, donc le procès doit être lieu ici au Bénin. C'est pour ça que notre cliente il a tranché l'affaire en défaveur des ravisseurs, en faveur de Rumvi, sur un désherbement de 5 millions. C'est un bon voie de commerce, mais sans la liberté, ça vaut quoi? Et on ne sait même pas, quand son procès va s'ouvrir maintenant le 5 octobre, avec les chefs d'accusation que moi j'ai vu là, quand est-ce que lui va sortir pour gérer ces soi-disant millions là? Mais vraiment, le plus important, c'est la liberté. Si tu n'es pas libre, ça va vous servir à quoi? C'est plus tard ça. Plus tard, quand vous êtes sorti, mais quand... Est-ce que vous voyez? Affaire de Togo-Bénin là, c'est déjà passé par rapport à ces ravisseurs. Parce que qu'est-ce qu'on reproche à ces ravisseurs? C'est l'acte qu'ils ont posé en enlevant Rumvi de Togo et au Bénin. Et c'est bien vrai que c'est même pas l'État n'est pas impliqué. C'est une affaire civile. Vous voyez non? Donc l'arrestation de Rumvi, ça a fait coïncidence à la recherche d'un chroniqueur qui s'appelle Rumvi. Vous connaissez ce qu'on a dit? Et c'est ça que Rumvi est toujours dans le faux. Il est un faux, il devient toujours faux. Et si je joue pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc Rumvi, son procès déjà après de Togo Bénin là, donc c'est déjà effacé. Ce que je propose, il faut que le gouvernement laisse la justice faire son travail. Si les autorités togolaises, ils ont des preuves irréfutables en cherchant les 4 ravisseurs sur Interpol, bon, le gouvernement béninois, le président Talon peut coopérer pour voir comment chercher à éviter un incident diplomatique. Parce que moi, pour cette arrestation-là, si on doit, le Bénin et le Togo, ça va causer un incident diplomatique. Moi, je ne vois pas pourquoi. Pour une liberté d'opinion. Bâtira avec l'Afrique une plateforme sino-africaine d'échange d'expériences accompagnera l'Afrique dans la formation des talents en matière de gouvernance en s'appuyant sur les académies de leadership africaines et invitera dans les 3 ans à venir, la Chine entend travailler avec l'Afrique pour développer 10 actions de partenariat sur la modernisation, approfondir la coopération sino-africaine. La Chine bâtira avec l'Afrique une plateforme sino-africaine d'échange d'expériences sur la gouvernance, accorder le traitement de tarifs douaniers zéro à 100% des produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés ayant avec elle des relations diplomatiques. Elle construira avec l'Afrique un centre de coopération sur les technologies numériques et réalisera sur le continent 20 projets de démonstration du développement numérique afin d'embrasser ensemble la nouvelle vague de la révolution scientifique et technologique et de la transformation industrielle. La Chine mettra en œuvre 30 projets d'interconnexion des infrastructures en Afrique, travaillera avec ses partenaires africains à une coopération de qualité dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, et bâtira un réseau d'interconnexion terrestre et maritime en Afrique pour le développement coordonné. Dans ce contexte, la sécurité alimentaire s'impose comme l'un des défis importants auxquels doivent faire face la plupart des pays du continent africain au regard de la faiblesse de la production agricole qu'ils enregistrent
et qui s'explique dans une large mesure par les difficultés d'accès aux intrants agricoles, les semences et les engrais modernes adaptés, les conséquences du réchauffement climatique qui induit un stress hydrique excessif pour la résilience des cultures, l'inadéquation des techniques culturelles, la faible mécanisation agricole, etc. Or, la mécanisation contribue à accroître la production agricole, améliorer le timing des opérations et le traitement des cultures, compenser les pénuries de main-d'œuvre et alléger la pénibilité du travail. C'est pourquoi la République du Bénin milite pour le renforcement de la coopération sous deux axes: la disponibilité de l'accès aux intrants agricoles de qualité et adaptés à l'environnement, le renforcement des investissements en vue d'une transformation locale des matières premières. Monsieur le Président, l'assistance technique chinoise concourt dans nos pays à la modernisation progressive des processus de production. Toutefois, le succès de cette transformation résidera dans la mise à l'échelle des différentes expériences. Le Bénin est un pays où l'agriculture occupe une place importante avec des matières premières telles que le coton, au niveau duquel le pays a enregistré un pic de production de 700 000 tonnes, faisant d'elle le premier producteur de coton en Afrique en 2020. L'anacarde, plus de 187 000 tonnes. L'ananas, 477 000 tonnes. Et d'autres produits comme le karité, le soja. Tous ces produits sont exportés bruts, sans impact réel sur notre économie et l'employabilité des jeunes. On comprend pourquoi notre pays s'est engagé depuis quelques années à créer des conditions nécessaires à la transformation locale de ces matières premières par la mise en place et le développement de zones industrielles, la zone industrielle de Glojigbe. L'expérience et l'expertise chinoise dans le domaine agro-industriel trouvera dans ce programme une opportunité unique d'expansion, notamment à travers des investissements publics ou privés. « 100 000 doses de vaccins contre la variole sont arrivées en République démocratique du Congo. Il s'agit du premier lot d'injection MVA-BN donné par l'Union européenne. Nous livrons aujourd'hui 100 000 doses de vaccins qui arrivent à midi 10 à l'aéroport de Kinshasa, donc des vaccins Mpox. Samedi, à midi 10 également, il y aura un autre vol avec 100 000 doses additionnelles. Donc c'est 200 000 premières doses qui arrivent en République démocratique du Congo pour répondre à la crise Mpox. Donc 2 semaines après avoir eu une déclaration par Africa CDC et l'OMS d'une urgence sanitaire continentale et internationale, nous répondons à la demande en apportant les vaccins qui étaient disponibles pour pouvoir vacciner la population à risque. Environ 3000 doses de vaccins contre la variole ont été promises par des partenaires occidentaux tels que l'Union européenne et les États-Unis. Cela représente moins de 15% des 3 millions de doses qui, selon les autorités, sont nécessaires pour mettre fin aux épidémies de variole au Congo. C'est un désastre en matière de droits de l'homme. C'est ainsi que Climate Rights International qualifie le projet pétrolier de Total en Ouganda. Selon ses défenseurs du climat, il est entaché de violences sexuelles, d'expulsions forcées et d'atteintes à l'environnement. Le rapport a répertorié des victimes dans la région de Kingfisher. Plusieurs d'entre elles, sous pression et intimidées par les pétroliers, ont été obligées de donner leurs terres sans grande compensation. Depuis le début du projet, les bateaux de pêche, qui constituent la principale activité économique de la région, sont régulièrement saisis ou incendiés par l'armée. Par ailleurs, de nombreuses femmes ont fait état de violences sexuelles, de menaces, d'intimidation de la part de soldats, mais aussi de pétroliers opérant sur ce champ. L'investissement de 10 milliards de dollars comprendra des centaines de puits de pétrole, des centaines de kilomètres de routes, de camps et d'autres infrastructures, ainsi qu'un oléoduc de 1443 km, le plus long oléoduc de pétrole brut chauffé au monde. On estime que 246 000 barils de pétrole couleront chaque jour pendant les 25 années d'exploitation prévues.
L'équipe de football du Gabon affrontera son homologue marocaine ce soir pour la première journée du groupe B des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Prêts à affronter les Lions de l'Atlas, les joueurs ne perdent pas leur objectif de vue, une qualification pour la compétition africaine de l'année prochaine. Nous sommes une équipe nationale en reconstruction, mais nous avons un projet bien défini et nous avons une ambition, c'est celle de participer à la CAN 2025. Ça, c'est comme vous le savez déjà, et cette question nous a déjà été posée sur le plan local au pays. On a dit que l'objectif prioritaire de l'équipe nationale, donc des Panthères du Gabon, c'est la CAN 2025. Pour y arriver, il faut bien lancer sa campagne effectivement demain. Il nous appartient à nous de faire un résultat satisfaisant ici pour ne pas, n'est-ce pas, hypothéquer nos chances. Les Marocains se préparent activement pour les 2 matchs qui les attendent contre le Gabon, mais aussi contre le Lesotho. Leur sélectionneur Walid Regragui a mis l'accent sur plusieurs exercices ainsi que sur les aspects tactiques de leur jeu. Nous voulons voir les équipes qui peuvent nous poser des problèmes et aussi voir les différents styles d'opposition. Que ce soit pour le Gabon ou le Lesotho, ils jouent pour la qualification à la Coupe d'Afrique, donc ce ne seront pas des matchs faciles. Mais nous devons profiter de ces matchs pour être prêts au mois de mars pour les qualifications à la Coupe du Monde. Le Maroc est l'une des meilleures nations du continent africain. L'équipe a été la première nation africaine à atteindre la 4e place lors du mondial de football au Qatar. Alors que des voix appellent à l'adoption d'une politique drastique face à l'immigration irrégulière, l'Allemagne réfléchit à l'externalisation de la gestion des migrants. Le commissaire allemand à l'immigration propose notamment d'expulser vers le Rwanda les migrants qui arrivent illégalement dans l'Union européenne par ses frontières avec la Biélorussie. Le Rwanda aurait l'avantage de disposer des installations pouvant accueillir les demandeurs d'asile, des bâtiments et autres services que Kigali devrait utiliser dans le cadre de son accord migratoire avec Londres, rangé dans les tiroirs en juillet par le nouveau gouvernement britannique. Pour garantir la transparence des expulsions éventuelles vers le Rwanda, les autorités allemandes pensent que la procédure pourrait être menée sous la supervision de l'ONU. Après le discours d'ouverture du président chinois, c'est au tour des dirigeants africains de présenter leur vision et leurs attentes liées au renforcement de la collaboration avec la Chine. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, certaines bases doivent être mises en place en amont pour garantir le succès du partenariat sino-africain. L'allègement du poids de la dette constitue pour de nombreux États africains un impératif urgent pour donner à l'économie de ces pays débiteurs une respiration économique vitale. Il est également souhaitable que dans le contexte de notre effort d'industrialisation, le portefeuille des investissements privés en Afrique soit suffisamment diversifié. La Chine prévoit justement de diversifier ses investissements sur le continent. Dans son discours d'ouverture, le président Xi Jinping a présenté un plan d'action qui vise à approfondir la coopération dans des domaines tels que l'industrie, l'agriculture et les infrastructures entre autres. La famille de l'athlète ougandaise Rebecca Cheptegei est sous le choc après la perte brutale de leur fille suite à des brûlures infligées par son partenaire. Ce drame laisse une famille dévastée en quête de justice. Dans l'état actuel des choses, le criminel qui a fait du mal à ma fille est un meurtrier. Et j'attends, mais je n'ai toujours pas vu d'action de la part des autorités. Il est encore libre et pourrait même s'enfuir, alors que j'ai perdu ma fille, l'enfant sur lequel je comptais. Je n'ai aucune force, je ne cesse de blâmer les policiers. Ils étaient chargés d'assurer la sécurité au domicile de mon enfant, mais ils ont échoué. Je n'ai plus rien à dire. Brûlée à 80% dimanche, Rebecca Cheptegei a succombé à ses blessures dans la nuit de mercredi à jeudi, moins d'un mois après sa participation au JO de Paris.
Il s'agit d'une défaillance de plusieurs organes due aux brûlures, des brûlures graves sur une partie importante de son corps. Ces dernières ont entraîné une défaillance de plusieurs organes, dont une défaillance rénale, cardiovasculaire. La plupart de ces organes ont lâché à la suite de ces blessures. La mort de Cheptegei ravive le débat sur les violences conjugales au Kenya. En 2023, 11 millions de femmes ont signalé des agressions sexuelles. Au Maroc, les communautés de la région montagneuse d'Alahouz, durement touchées par le séisme qui les a frappées un an plus tôt, sont en pleine reconstruction. Le 8 septembre 2023, le tremblement de terre de magnitude 6,8, le plus important à frapper le pays depuis 120 ans, a tué près de 3000 personnes. Au cours de l'année qui s'est écoulée, les habitants de la ville d'Amismiz ont dû se plier à une bureaucratie en plusieurs étapes pour obtenir les fonds nécessaires à la reconstruction de leur maison. Dieu merci, les choses se sont un peu améliorées, le danger a été écarté. Il faut aussi travailler différemment qu'avant, quand personne ne travaillait et qu'on souffrait. Aujourd'hui, les choses s'améliorent progressivement. Certains habitants ont bénéficié de l'aide du gouvernement, d'autres attendent. Amismiz est l'une des plus grandes villes de la région d'Alahouz. Certains bâtiments y ont été reconstruits, mais la plupart restent très endommagés, comme ils l'étaient le jour du tremblement de terre. J'ai reçu les plans des autorités en février. Ensuite, tous les décombres ont été enlevés en juin. Maintenant, grâce à Dieu, j'ai commencé à reconstruire ma maison. Après que les autorités ont évalué les dégâts, les ménages ont reçu des sommes allant de 8 000 à 16 000 euros pour reconstruire leur maison, offertes en plusieurs fois. Certains ont également reçu une aide en espèces pour leurs besoins immédiats. Le choléra tue de plus en plus. En 2023, les décès liés à l'épidémie ont augmenté de 71%. Cette maladie a causé plus de 4000 morts l'année dernière, notamment en Afrique, où les cas ont bondi de 125%. Aujourd'hui, l'OMS a publié de nouvelles données sur le choléra pour 2023, montrant une augmentation des cas et des décès. Le nombre de décès dus au choléra signalé l'année dernière a augmenté de 71% par rapport à 2022 et le nombre de cas a augmenté de 13%. Jusqu'à présent, cette année, plus de 342 000 cas et 2400 décès ont été signalés à l'OMS dans toutes les régions. Selon l'OMS, la demande de vaccins a explosé entre 2021 et 2023. L'année dernière, 36 millions de doses ont été produites, mais cela ne couvre que la moitié des besoins mondiaux. La crise mondiale du choléra a provoqué une grave pénurie de vaccins contre le choléra. Entre 2021 et 2023, plus de doses ont été demandées pour répondre aux épidémies que durant toute la décennie précédente. Environ 36 millions de doses ont été produites l'année dernière, soit seulement la moitié des quantités demandées par 14 pays touchés. Le choléra est une maladie intestinale qui se transmet par l'eau et la nourriture contaminée. Les populations sans accès à l'eau propre et à un bon système d'assainissement sont les plus touchées.